Alors que je récupérais mon fils au périscolaire, mon téléphone a vibré dans ma main. Je pensais que c'était quelque chose d'anodin. Le dîner, du lait, l'entraînement de foot. Au lieu de cela, c'était mon mari. Une phrase. Froide. Définitive. Je déménage à Valence avec ma maîtresse. J'ai vidé nos économies. Bonne chance pour le crédit immobilier. Je suis resté là sous la pluie, fixant les mains de mon fils enroulées autour des miennes, si chaude et confiante, tandis que mon monde s'effondrait silencieusement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris une inspiration et j'ai répondu « Merci de me prévenir ». Il n'avait aucune idée de ce que cette réponse calme allait lui coûter. Et il n'avait certainement aucune idée de ce qui se passerait ensuite, une fois qu'il aurait atterri à l'étranger et vérifié son compte. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes ici avec moi. Dites simplement « j'écoute » ou dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Parfois, savoir que quelqu'un est là fait toute la différence. Merci. Et maintenant, laissez-moi tout vous raconter. Je m'appelle Élodie Martin. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici parce que le silence a failli me briser et que dire la vérité a sauvé mon fils. Si les histoires sur la force tranquille de la vie réelle et les mères qui refusent de disparaître comptent pour vous, merci de vous abonner à cette chaîne. Cela aide plus que vous ne le pensez, et cela rappelle aux gens comme moi que nous ne sommes pas seuls. La pluie tombait depuis le début de l'après-midi, le genre de pluie qui transforme le parking en une feuille de verre noir. J'étais encore assise dans ma voiture devant le centre périscolaire à Saint-Cloud, les essuie-glaces fonctionnant à plein régime, mon esprit fixé sur rien de plus compliqué que le dîner, et si nous avions assez de chaussettes propres pour le lendemain. Ça avait été une longue journée de travail, et tout ce que je voulais, c'était récupérer mon fils, rentrer à la maison et laisser la journée se terminer tranquillement. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet avant même que j'ouvre la portière. J'ai failli l'ignorer. Je me suis dit que c'était Guillaume qui me rappelait de prendre quelque chose sur le chemin du retour ou qui demandait à quelle heure nous mangerions. Au lieu de cela, quand j'ai baissé les yeux, mon nom m'a semblé étranger sur l'écran, comme s'il appartenait à la vie de quelqu'un d'autre. Le message était court. Pas de salutations, pas d'excuses, juste des faits étalés comme un ticket de caisse. Il déménageait à Valence. Il partait avec sa maîtresse. Il avait vidé nos économies. Et il me souhaitait bonne chance avec le crédit de la maison. Je n'ai pas paniqué. Cela m'a surprise. Il n'y a pas eu de cris, pas de torrent de larmes, juste une lourde immobilité, comme si mon corps avait éteint tout ce qui était inutile. Mes mains ont glissé du volant pour tomber sur mes genoux, engourdis, inutiles. J'ai ouvert l'application bancaire quand même, presque par habitude, comme on vérifie la météo. Les chiffres me fixaient en retour, froid et indéniable. Des années d'économie disparues. Ce qui restait ne durerait pas une semaine. La mensualité du crédit immobilier planait dans ma tête comme un compte à rebours que je ne pouvais pas arrêter. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un accident. C'était planifié. Je suis resté assise là plus longtemps que je n'aurais dû. La pluie tapait contre le toit, les lumières du parking clignotaient comme si elles essayaient de me dire quelque chose. Puis je suis sorti de la voiture et j'ai couru à l'intérieur, serrant mon téléphone comme s'il pouvait s'expliquer lui-même si je le fixais assez fort. La salle du périscolaire sentait la colle et les crayons. Les enfants riaient. Des chaussures éparpillées partout. La vie continuait. Léo m'a vu et a sprinté à travers la pièce, son cartable rebondissant contre son dos, une tache de ketchup séchant encore sur sa manche. Il s'est jeté sur moi, chaud et solide, comme si rien au monde n'avait changé. Sa petite main s'est glissée dans la mienne sans hésitation, confiante, familière. C'est à ce moment-là que tout s'est précisé. J'ai regardé nos mains ensemble, senti ses doigts se serrer plus fort, et quelque chose en moi a pris une décision avant même que j'aie les mots pour le dire. J'ai pris une inspiration, une vraie. Puis j'ai tapé une seule phrase en réponse. Merci de me prévenir. J'ai signé le registre de sortie pour Léo, souri au personnel comme n'importe quel autre après-midi, et je l'ai ramené à la voiture sous la pluie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas donné d'explication. Je l'ai attaché dans son siège, fermé la portière et me suis assise au volant, comprenant avec une clarté absolue qu'à partir de cette seconde, je n'avais plus qu'un seul rôle à jouer. J'étais celle qui restait. À la maison, rien ne correspondait au désastre qui se déroulait dans ma tête. Léo a enlevé ses chaussures,
laissé tomber son cartable près de la porte et allumé la télé comme si c'était juste un autre jour de semaine. Il a demandé ce qu'il y avait pour le dîner. Il a demandé si on pouvait regarder son émission préférée. Son monde était intact, et il s'attendait à ce que le mien le soit aussi. J'ai bougé dans la cuisine en pilote automatique, ouvrant les placards, vérifiant le frigo, faisant les calculs sans le vouloir. La nourriture durerait quelques jours si je l'étirais. Le crédit était dû dans moins d'une semaine. Chaque facture sur le comptoir portait nos 2 noms, imprimés proprement, comme une promesse partagée qui ne signifiait plus rien. J'ai attendu que Léo soit distrait, puis je suis allé dans la chambre et j'ai appelé la banque. La femme au bout du fil semblait fatiguée, habituée. Elle a confirmé le virement, confirmé le timing, confirmé que c'était légal. Compte joint. L'une ou l'autre partie peut déplacer les fonds. Il n'y avait rien à inverser, rien à signaler. J'ai raccroché avant que ma voix ne se brise. Guillaume n'avait pas agi sur un coup de tête. Il avait tout aligné, attendu d'être prêt, et m'avait laissé gérer les conséquences. Plus tard, quand la maison fut calme, les souvenirs ont commencé à se réorganiser. Guillaume demandant de l'espace. Guillaume prenant des appels dans l'autre pièce. Les déplacements professionnels de Guillaume qui ne collaient jamais tout à fait. La distance qui s'était installée sans une seule dispute pour la marquer. Je pensais que nous étions fatigués. Je n'avais pas réalisé qu'il était déjà parti. Pendant la journée, je tenais le coup. Je préparais les déjeuners. Je hochais la tête aux maîtres et maîtresses. Je riais quand Léo me racontait des histoires qui n'allaient nulle part. La nuit, le sommeil refusait de venir. Je m'asseyais à la table de la cuisine, faisant défiler les emails, les vieux relevés bancaires, tout ce qui pourrait expliquer depuis combien de temps cela se produisait. La lueur de la lumière du frigo tombait sur les dessins scotchés dessus, des images que Léo avait faites de nous, 3 bonshommes allumettes se tenant la main, un soleil jaune vif dans le coin, souriant comme s'il croyait en nous. J'ai fixé ces dessins plus longtemps que je n'aurais dû. Avant, ils ressemblaient à de l'espoir. Maintenant, ils ressemblaient à une question à laquelle je ne savais pas encore répondre. Quelque part dans tout cela, Guillaume avait supposé que je plierais. Que je paniquerais, que je manquerais un paiement, que je m'effondrerais silencieusement. En éteignant les lumières et en écoutant mon fils dormir au bout du couloir, j'ai compris autre chose tout aussi clairement. Je n'étais pas seulement abandonné. On me programmait pour échouer. Et quelqu'un comptait sur le fait que je n'y survivrais pas. Le lendemain matin a commencé de la même manière que tous les autres jours d'école. J'ai réveillé Léo, préparé son petit déjeuner, lacé ses chaussures et je l'ai accompagné à la voiture. J'ai gardé ma voix stable quand je lui parlais, stable quand j'ai salué son instituteur, stable quand j'ai souri aux autres parents dans la file du dépose-minute. Personne ne pouvait dire que ma vie s'était ouverte en moins de 24 heures plus tôt. De l'extérieur, j'étais toujours la même mère qu'ils avaient vue 100 fois auparavant. À l'intérieur, je comptais les minutes, rejouant les messages et essayant de comprendre depuis combien de temps cela se tramait sans que je ne le voie. Après avoir vu Léo disparaître derrière les portes de l'école, je ne suis pas rentré chez moi. J'ai dirigé la voiture vers la Défense. Je me suis dit que je ne cherchais pas de réponse, que j'avais juste besoin de clarté. Mais la vérité était plus simple. J'avais besoin de savoir depuis combien de temps Guillaume se préparait à nous quitter. J'avais besoin de savoir si cela avait été décidé il y a des semaines, des mois, ou plus longtemps que ça. Sa tour de bureau ressemblait exactement à ce dont je me souvenais. Du vert propre, des couleurs neutres, le genre d'endroit qui s'efforçait de paraître moderne et inoffensif. J'ai dit à l'hôtesse d'accueil qui j'étais. Elle a hésité, puis a décroché le téléphone. Quelques minutes plus tard, son directeur est sorti pour me parler. Il avait l'air mal à l'aise avant même que je pose ma question. Guillaume avait remis sa démission des semaines plus tôt. Il avait dit qu'il déménageait à l'étranger pour prendre un nouveau départ. Il n'y avait eu aucune mention de moi, aucune mention de notre fils, pas d'urgence, pas de drame, juste de la paperasse et des adieux polis. J'ai hoché la tête comme si cette information ne réarrangeait pas tout ce que je croyais savoir. Des semaines plus tôt s'alignaient trop parfaitement avec le moment où Guillaume avait commencé à parler de besoin d'espace, de la fatigue que je semblais avoir, de la tension qui régnait chez nous. Le timing était trop net pour être ignoré. Sur le trajet du retour, j'ai appelé des membres de sa famille. J'ai posé des questions simples. J'ai obtenu des réponses prudentes. Des voix baissées. De longues pauses là où les mots auraient dû être.
Personne n'a dit qu'il était surpris. Personne n'a demandé si Léo et moi allions bien. Un nom est revenu plus d'une fois, jamais directement, toujours enveloppé dans des demi-phrases et des suggestions. Marguerite, sa mère. L'implication planait là, lourde et non dite. Au moment où je me suis garé dans notre allée, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas saisi la veille. Ce n'était pas quelqu'un qui s'enfuyait. C'était quelqu'un qui entrait dans une vie qu'il avait déjà arrangée. Je me tenais au milieu de tout ça, manquant de pièces, fixant les bords d'une image qui n'avait pas fini de se révéler. J'ai arrêté d'attendre que Guillaume s'explique. J'ai arrêté de vérifier mon téléphone. J'ai arrêté d'espérer quoi que ce soit qui ressemble à de l'honnêteté. Quoi que ce soit, j'étais déjà en retard. Et la seule façon d'avancer était de passer par les choses qu'il supposait que je ne toucherais pas. Son vieil ordinateur portable était toujours dans la maison, rangé dans un tiroir comme s'il n'avait aucune importance. Je l'ai apporté à la table de la cuisine après que Léo se soit couché. La maison était assez calme pour entendre le bourdonnement du réfrigérateur. Le mot de passe m'est revenu immédiatement. Il ne l'avait jamais changé. Ce détail a frappé plus fort qu'il n'aurait dû. Cela signifiait qu'il ne pensait pas que je regarderais. Cela signifiait qu'il ne pensait pas que je le pouvais. Les emails remplissaient l'écran les uns après les autres. Des conversations que je n'étais jamais censé lire. Des messages entre Guillaume et Romane Perrier étalaient tout avec un calme clinique. Ils parlaient de Valence comme si c'était déjà à eux. Ils discutaient d'opportunités de travail, d'appartements, de budget. Ils écrivaient sur le timing et la stabilité et ce qui viendrait ensuite une fois les choses réglées. En pièces jointes, il y avait des billets d'avion, des contrats de bail, des dates antérieures de plusieurs jours puis semaines aux messages qu'ils m'avaient envoyés. Ce n'était pas une fuite. C'était un départ programmé. J'ai continué à creuser, la poitrine serrée, les mains stables. Un dossier enfoui profondément dans les fichiers a attiré mon attention, étiqueté assez vaguement pour passer inaperçu. À l'intérieur se trouvaient des brouillons de documents juridiques, des évaluations, des notes. Mon nom apparaissait encore et encore, dépouillé de son contexte, réduit à des puces, émotionnellement instable, emploi incohérent. A pris congé pour s'occuper d'un enfant. L'environnement familial décrit comme incertain. Le langage était poli, détaché, préparé pour être lu par quelqu'un d'autre. C'est là que tout s'est finalement mis en place. Guillaume n'avait pas prévu de disparaître de la vie de Léo. Il avait prévu de reculer juste assez pour me laisser me briser sous le poids qu'il laissait derrière lui. Il avait prévu de revenir plus tard avec une histoire plus propre, plus de ressources et un dossier déjà monté contre moi. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assise là dans le noir à écouter mon fils respirer au bout du couloir. La forme de la menace avait changé. Je n'étais pas juste une femme qu'on avait laissée derrière soi. J'étais un obstacle dans la reconfiguration de l'avenir de quelqu'un d'autre. Et maintenant que je pouvais le voir, je savais une chose avec certitude. J'avais fini d'être la partie silencieuse de leur plan. Au moment où j'ai décidé que j'avais besoin d'une aide juridique, ce n'était pas parce que je voulais me battre. C'était parce que j'avais compris que si je ne bougeais pas la première, quelqu'un d'autre l'avait déjà fait. Mon voisin Julien a remarqué les lumières allumées tard un soir et a demandé si j'allais bien en sortant ses poubelles sur le trottoir. Je ne lui ai pas raconté toute l'histoire. Je n'avais pas l'énergie. Je lui en ai dit assez. Il m'a donné un nom. Claire Delorme. Il a dit qu'elle s'était occupée de son affaire de garde et qu'elle ne perdait pas de temps à prétendre que les choses étaient douces quand elles ne l'étaient pas. Le cabinet de Claire se trouvait dans une zone commerciale entre une clinique dentaire et un salon de manucure. Rien à l'extérieur ne suggérait ce qu'elle faisait réellement à l'intérieur. Elle a écouté pendant que j'exposais les faits. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas expliqué ce que je ressentais. Je lui ai dit ce que Guillaume avait fait, quand il l'avait fait et ce qu'il avait laissé derrière lui. Elle ne m'a pas interrompu. Elle n'a pas adouci sa réponse. Elle m'a dit clairement qu'il s'agissait d'un abandon doublé d'une manipulation financière et que la vitesse comptait plus que l'émotion en ce moment. Elle a dit que le prochain mouvement de Guillaume était probablement déjà en cours. Que vider le compte n'était pas la fin, mais le coup d'envoi. Que les gens qui partent aussi proprement ont généralement l'intention de revenir avec une histoire qui les fait paraître responsables et l'autre parent instable. Elle a dit que s'il rassemblait déjà du matériel, attendre ne ferait que l'aider. Sa recommandation fut immédiate, demande de garde d'urgence, documentation pour la protection des biens avant que la mémoire ne puisse être réécrite. Je suis rentré chez moi et j'ai travaillé toute la nuit.
J'ai sauvegardé chaque email. J'ai téléchargé les relevés bancaires. J'ai écrit des chronologies à la main, marquant les dates comme on le fait quand on essaie de prouver quelque chose, même à soi-même. J'en étais à la moitié quand mon téléphone a sonné. Un numéro international inconnu. J'ai failli laisser aller sur la messagerie vocale. Quelque chose m'a poussé à répondre. Romane Perrier ne semblait pas être comme je l'imaginais. Elle n'était pas sur la défensive. Elle n'était pas fière. Elle avait l'air effrayée. Elle m'a dit que Guillaume lui avait menti, qu'il avait promis que tout était réglé, que j'étais au courant et que rien n'était pris sans consentement. Elle m'a dit qu'elle lui avait fait confiance jusqu'à ce qu'elle réalise que de l'argent manquait sur ses propres comptes, des dizaines de milliers d'euros. Quand elle l'a questionné, il a menacé de la ruiner professionnellement si elle parlait. Il lui a dit qu'il avait déjà une histoire prête. Elle n'appelait pas pour s'excuser. Elle appelait parce qu'elle avait besoin de protection. En échange, elle a dit qu'elle me donnerait tout. Email, documents, dossiers, preuves qu'elle ne savait pas dans quoi elle s'était embarquée. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai ressenti quelque chose de plus froid et de plus utile. Guillaume s'était fait trop d'ennemis, et maintenant il commençait à se regarder. Les fichiers ont commencé à arriver avant l'aube. Des captures d'écran, des PDF, des relevés. Romane n'a rien retenu. La première chose que j'ai vue, c'était la preuve de compte dont j'ignorais l'existence, de l'argent acheminé via, des endroits que Guillaume n'avait jamais mentionnés. Des soldes qui rendaient les placards de cuisine vides intentionnels d'une manière qui faisait mal différemment. Puis sont venus les emails. Pas entre Guillaume et Romane, mais entre Guillaume et sa mère. Le nom de Marguerite remplissait l'écran comme s'il y avait sa place. Le langage était précis, stratégique. Pas une seule fois elle n'a demandé comment allait Léo. Pas une seule fois elle ne s'est demandé comment cela l'affecterait. Elle suggérait un timing. Elle suggérait de mettre la pression. Elle encourageait Guillaume à me laisser galérer, à me laisser manquer des paiements, à laisser l'épuisement faire le travail. Elle parlait de revenir plus tard, de stabilité, de la façon dont les tribunaux réagissent aux récits qui semblent calmes et contrôlés. Lire ces messages a changé quelque chose de fondamental. Ce n'était pas un mariage qui finissait mal. C'était un effort coordonné. On ne me laissait pas derrière. On me poussait hors du chemin. Léo était discuté comme un prix qui pourrait être réclamé une fois que les conditions seraient justes. Ses besoins n'étaient pas mentionnés, seulement le levier qu'il représentait. Claire n'a pas hésité quand je lui ai apporté le matériel. Elle a dit que cela allait au-delà d'un litige familial, que cela montrait une planification, une dissimulation et une intention. Elle a élargi les dépôts pour inclure les actifs cachés et l'abandon délibéré. Elle a dit que le modèle importait, le timing importait, les voix impliquées importaient. Plus tard ce jour-là, elle a appelé avec une autre mise à jour. Guillaume avait atterri à Valence. Il faisait déjà des démarches, remplissait des papiers, posait des fondations, agissant comme si la distance ralentirait suffisamment les choses pour qu'il prenne de l'avance. Je me suis tenu dans ma cuisine et j'ai regardé Léo colorier à la table, ses pieds se balançant sous la chaise, complètement inconscient d'à quel point sa vie avait failli être décidée sans lui. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de penser en termes de perte. J'ai compris la forme de ce qui arrivait. Il n'y aurait pas de résolution tranquille, pas de malentendu éclairci par une conversation. Cela allait se terminer avec quelqu'un d'exposé et quelqu'un de protégé. Et je savais laquelle je comptais être. Le matin de l'audience d'urgence, je suis entré dans le tribunal avec un dossier si épais qu'il semblait avoir son propre poids. Je ne tremblais plus. La peur s'était consumée quelque part en chemin, laissant derrière elle un calme aiguisé et concentré. Je savais exactement ce qui était en jeu. Chaque détail comptait. Chaque mot comptait. Une erreur pouvait me coûter mon fils. La salle d'audience était plus froide que je ne l'avais prévu. L'avocat de Guillaume était assis seul à la table en face de nous, papiers soigneusement empilés, yeux fixés devant lui. Guillaume n'était pas là. Il n'avait même pas essayé d'apparaître en visio. Marguerite, en revanche, était déjà assise, composée et soignée, comme si c'était un rendez-vous qu'elle avait planifié des semaines à l'avance. Elle ne m'a pas regardé quand j'ai pris place. Au début de l'audience, il est devenu clair que l'absence de Guillaume n'était pas un oubli. Il croyait que la distance le protégerait. Il croyait qu'être à l'étranger ralentirait tout, lui ferait gagner du temps, réduirait la pression. Au lieu de cela, cela a fait le contraire. Sa chaise vide parlait plus fort que n'importe quelle explication.
Elle renforçait exactement ce que nous prétendions. Il était parti volontairement, complètement. Claire a tout exposé avec précision. Les dossiers financiers, les dates, les comptes vidés, les emails décrivant son départ, les documents préparés pour saper ma stabilité en tant que parent. Elle a parcouru les preuves sans drame, laissant les faits s'accumuler les uns sur les autres jusqu'à ce que le schéma soit indéniable. Lorsque les documents fournis par Roman ont été présentés, l'ambiance de la pièce a changé. La portée s'est élargie. Actifs cachés, multiples victimes, une piste qui menait à la planification, pas à l'impulsion. Le rôle de Marguerite est devenu impossible à ignorer. Ses messages étaient calmes, délibérés, stratégiques. Pas une seule fois il ne faisait référence au bien-être de mon fils. Il se concentrait sur le levier, l'image, le timing, sur la façon de reprendre le contrôle. Quand le juge aux affaires familiales a demandé si je voulais parler, j'ai fait court. Je n'ai pas parlé de trahison. Je n'ai pas parlé de douleur. J'ai dit que c'était moi qui réveillais mon fils chaque matin. C'était moi qui l'emmenais à l'école, le nourrissais, m'assurais qu'il se sentait en sécurité. J'ai dit qu'il était en bonne santé, qu'il allait en classe régulièrement et qu'il dormait dans son propre lit chaque nuit. J'ai dit que je ne l'avais jamais quitté. La décision est tombée rapidement. La garde exclusive temporaire m'a été accordée. Tous les actifs liés à Guillaume et Marguerite ont été ordonnés gelés. Guillaume a reçu l'ordre de comparaître en personne lors des futures procédures. Le marteau est retombé, solide et final. À l'extérieur de la salle d'audience, Marguerite m'a confronté dans le couloir. Elle a dit que je ne méritais pas d'élever mon fils, que ce n'était pas fini. Pour la première fois, je ne me suis pas écarté. Je lui ai dit de rester loin de nous. Je le pensais vraiment. Quand je suis sorti du palais de justice, l'air semblait différent. Le combat ne penchait plus en ma défaveur. Le contrôle avait changé de camp. Les jours qui ont suivi l'audience ont passé vite. Les enquêteurs ont commencé à tracer les comptes que Guillaume pensait invisibles. Plus d'argent a fait surface, acheminé par des sociétés écrans que Marguerite avait aidé à établir. Une partie a été récupérée et placée sous séquestre pour l'avenir de mon fils. Ce n'était pas tout, mais c'était assez pour prouver l'intention. Puis Marguerite a commis une erreur qu'elle ne pouvait pas défaire. Elle s'est fait passer pour moi et a contacté l'employeur de Guillaume à Valence, essayant de saboter son contrat et de me faire passer pour instable. Elle supposait que cela se reflèterait mal sur moi. Ce qu'elle n'avait pas pris en compte, c'était la facilité avec laquelle on pouvait remonter la trace. Elle a utilisé un email lié à son identité. Elle a transféré des documents sans supprimer les métadonnées. La preuve était propre et immédiate. La réponse fut rapide. Une ordonnance de protection a été émise contre elle. Les poursuites pénales ont été élargies pour inclure l'entrave à la justice et l'usurpation d'identité. La position de Guillaume à l'étranger s'est effondrée presque du jour au lendemain. Quel que soit l'avantage qu'il croyait que la distance lui donnait, il s'est évanoui. Il m'a appelé une fois après ça, en colère, paniqué. Il m'a reproché d'avoir perdu son travail, d'avoir ruiné tout ce qu'il avait prévu. Je lui ai dit la vérité. Je n'avais rien détruit. Ses propres choix avaient fait ça. Il a raccroché sans un autre mot. La décision finale sur la garde n'a pas pris beaucoup plus de temps. La garde exclusive m'a été attribuée. Guillaume a été limité à un droit de visite médiatisé. En pratique, il l'utilisait rarement. J'ai arrêté d'attendre que son nom apparaisse sur mon téléphone. Léo et moi avons emménagé dans une petite location pas loin de son école. Ce n'était pas le grand luxe, mais c'était calme, et rien dans les murs ne portait de vieux souvenirs. Il s'est adapté plus vite que moi. Il dormait toute la nuit. Il riait plus. Un soir, alors que nous dînions ensemble, il a demandé si les parents oubliaient parfois leurs enfants. Je lui ai dit, parfois, les adultes oublient ce qui compte, mais partir n'est pas la même chose qu'aimer. Je lui ai dit que j'étais là pour toujours. Je n'ai pas gagné pour punir qui que ce soit. Je n'ai pas gagné pour avoir raison. J'ai gagné parce que rester comptait. J'ai perdu un mariage, mais j'ai gardé mon enfant et je me suis gardé moi-même. Je n'ai pas gagné pour punir qui que ce soit. Je n'ai pas gagné pour avoir raison. J'ai gagné parce que rester comptait. J'ai perdu un mariage. Mais j'ai gardé mon enfant et je me suis gardé moi-même. Cette réalisation n'est pas arrivée avec soulagement. Elle s'est installée tranquillement, lourde mais stable,
comme quelque chose de permanent qui se mettait enfin en place. Dans les jours qui ont suivi, ma vie n'est pas devenue soudainement plus facile. Elle s'est sentie exposée. Le combat était terminé, mais les conséquences avaient leur propre poids. Je n'étais plus en mode survie, je ne réagissais plus minute par minute, et cela laissait de la place pour que tout ce que j'avais mis de côté remonte à la surface d'un coup. L'épuisement est venu en premier, puis le doute, puis l'étrange et inquiétant silence qui suit le chaos quand on n'est pas sûr de quelle version de soi-même est censée exister ensuite. Léo allait bien, mieux que moi. Il s'est adapté aux nouvelles routines avec une résilience qui m'a à la fois réconforté et rendu humble. Il aimait le nouvel endroit. Il aimait que sa chambre donne sur le jardin. Il aimait que je sois là chaque matin et chaque soir. Le regarder s'installer me donnait un but. Mais cela magnifiait aussi la pression. Il n'y avait personne d'autre pour absorber la peur. Maintenant, chaque choix, chaque erreur, chaque inconnu retombait directement sur moi. Le monde extérieur ne s'est pas arrêté juste parce que ma bataille au tribunal était terminée. Des lettres arrivaient encore. Des emails arrivaient encore d'avocats, de banques et de bureaux qui se fichaient de savoir à quel point j'avais failli tout perdre. Le nom de Marguerite apparaissait moins souvent, mais quand c'était le cas, cela serrait quelque chose dans ma poitrine. Les ordonnances de protection n'effacent pas les gens. Elles définissent juste la distance qu'ils sont obligés de garder. J'ai appris que même le silence de quelqu'un comme elle pouvait ressembler à une présence, comme attendre qu'une porte dont on connaît l'existence s'ouvre à nouveau. Le vrai conflit n'était plus juridique. Il était interne. J'avais tout fait logiquement bien. J'avais suivi les conseils, rassemblé des preuves, gardé mon calme quand cela comptait le plus. Mais la logique ne vous apprend pas à faire confiance à votre propre jugement à nouveau après que quelqu'un a systématiquement essayé de le démanteler. Je me surprenais à questionner de petites choses. Un appel manqué, une voiture étrange garée trop longtemps dans notre rue, un email qui semblait légèrement bizarre. Je détestais cette partie de moi-même, la partie qui restait alerte même quand rien ne se passait. Mais je ne pouvais pas l'ignorer non plus. Cette vigilance nous avait protégés une fois. La laisser partir semblait dangereux. Un soir, après que Léo se soit endormi, j'étais assise à la table de la cuisine à parcourir de la paperasse que je n'avais plus strictement besoin d'examiner. Les vieilles habitudes ont la vie dure. C'est là que j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué auparavant. Enfoui dans une chaîne de mails transférés datant de plusieurs semaines. Un nom que je ne reconnaissais pas. Un cabinet avec lequel je n'avais jamais traité. Ce n'était la preuve de rien. Pas encore, mais ça n'avait rien à faire là. Cela suggérait que quelqu'un quelque part s'était préparé à des résultats au-delà de ceux déjà résolus. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas sauté aux conclusions. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé voir mon fils. Je l'ai regardé dormir un long moment, puis je suis retourné à la table et je l'ai rouvert. Le courage n'est pas toujours bruyant. Parfois, c'est juste choisir de ne pas détourner le regard quand il serait plus facile de croire que l'on est enfin en sécurité. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose. Je n'étais pas la personne qui serait prise au dépourvu à nouveau. J'avais appris à quel point le contrôle peut être pris rapidement et à quel point il peut être délibérément repris. J'avais choisi de rester une fois quand cela comptait le plus. Et si rester exigeait d'affronter une ombre de plus que je n'avais pas encore vue, j'étais prête à faire ça aussi. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais une chose. Je n'étais pas la personne qui serait prise au dépourvu à nouveau. J'avais appris à quel point le contrôle peut être pris rapidement et à quel point il peut être délibérément repris. J'avais choisi de rester une fois quand cela comptait le plus. Et si rester exigeait d'affronter une ombre de plus que je n'avais pas encore vue, j'étais prête à faire ça aussi. Cette résolution ne semblait pas dramatique. Elle semblait calme, presque fragile, comme du verre qui ne s'était pas encore fissuré, mais qui savait exactement combien de pression il pouvait supporter. Je n'étais plus en colère. Je n'avais plus peur de la façon dont je l'avais été avant. Ce que je ressentais à la place, c'était une conscience aiguisée, une vigilance constante qui restait juste sous ma peau. Le genre qu'on a après avoir survécu à quelque chose qui recable la façon dont on voit le risque. La confiance et l'intention. Je traversais mes journées avec Léo, les déjeuners emballés, les dépôts à l'école, les devoirs à la table de la cuisine, les histoires du soir. Tout cela cousu ensemble par la routine. De l'extérieur, on aurait dit que la normalité était revenue. À l'intérieur, je guettais les motifs. Le nom que j'avais remarqué dans cet email transféré ne quittait pas mon esprit.
Ce n'était pas menaçant en soi. Cela ne venait pas avec des demandes ou des avertissements. C'était simplement déplacé, attaché à un cabinet à qui je n'avais jamais parlé, inclus dans une correspondance qui aurait dû se terminer des semaines plus tôt. J'ai essayé de l'expliquer au début. Erreur administrative, vieux fil de discussion, quelqu'un qui réglait des derniers détails. Mais cette explication ne collait pas. Guillaume et sa mère n'étaient pas des gens négligents. Ils ne faisaient pas d'erreur à moins de croire que quelqu'un d'autre paierait pour elle. C'était ce qui me perturbait le plus. La négligence ne correspondait pas au modèle. J'ai appelé Claire le lendemain matin, pas avec de la panique dans la voix, mais avec précision. Je lui ai dit exactement ce que j'avais vu et pourquoi ça me dérangeait. Elle ne l'a pas rejeté. Elle a demandé des copies, demandé le contexte, posé des questions qui confirmaient ce que je pensais déjà, mais que je n'avais pas encore dit à haute voix, que parfois les coups les plus dangereux viennent après que tout le monde suppose que le jeu est terminé. Que le pouvoir ne pousse pas toujours vers l'avant. Parfois, il revient en arrière en cherchant un terrain plus mou. Ce qui a suivi n'a pas été une bataille juridique. C'était une période d'attente et c'était plus dur à sa manière. Pas de date d'audience, pas de dépôt, juste de l'observation. Claire m'a conseillé de continuer à vivre normalement, de ne pas modifier les routines, de ne pas signaler que j'étais au courant. Je détestais ce conseil même si je le comprenais. Ne rien faire donne l'impression d'une reddition quand on a passé des mois à se battre pour le contrôle. Mais c'était différent. Ce n'était pas de l'inaction. C'était de la retenue. La pression venait d'endroits plus petits à la place. Un appel de la sœur de Guillaume qui semblait trop décontracté, trop soigneusement formulé. Un message de quelqu'un à l'école de Léo posant des questions qu'il n'avait jamais posées auparavant. Un voisin mentionnant que quelqu'un était passé à la maison pour demander si nous vivions toujours là. Rien de tout cela n'était manifeste. Tout cela ressemblait à un test. Je me suis retrouvé pris entre la logique et l'instinct, entre vouloir rejeter ces moments comme des coïncidences et savoir combien de fois la coïncidence avait été utilisée comme une arme contre moi auparavant. La nuit, après que Léo se soit endormi, je rejouais les conversations dans ma tête. J'examinais mes propres réactions, me demandant si je voyais des menaces parce que je m'y attendais ou parce qu'elles étaient réelles. Ce doute était son propre genre de conflit. J'avais appris à faire confiance à mon jugement pendant le combat. Maintenant, je devais apprendre à lui faire confiance dans le silence. Le courage dans cette phase n'était pas une question de confrontation. Il s'agissait de ne pas laisser l'incertitude éroder mon sens de moi-même. Le cœur de tout restait le même. Léo avait besoin de stabilité. Il avait besoin d'une mère qui n'était pas constamment préparée à l'impact. Il avait besoin d'une vie qui ne donnait pas l'impression qu'elle pouvait être déchiquetée sans avertissement. Cette responsabilité m'a ancré. Chaque fois que mes pensées partaient en vrille, je les ramenais à cette vérité. Quels que soient les choix que je faisais, ils devaient servir cet objectif. Pas ma fierté, pas ma peur, pas le besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque m'avait déjà montré qui il était. Le moment qui a brisé le calme est arrivé de manière inattendue et d'une façon qui semblait presque cruelle par sa normalité. Je me tenais dans la cuisine un après-midi en pliant du linge pendant que Léo travaillait sur un projet scolaire à la table. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, local. J'ai hésité avant de répondre, chaque nerf en éveil, puis j'ai décroché. La voix à l'autre bout s'est présentée calmement, professionnellement. Elle a dit son nom. Elle a dit qu'elle appelait concernant une affaire liée à mon ancien mariage. Elle a dit qu'elle avait besoin de poser quelques questions officieuses avant de décider comment procéder. J'ai regardé mon fils, penché sur sa feuille, complètement absorbé, en sécurité pour l'instant. Je lui ai dit que j'écoutais. Elle a fait une pause juste assez longue pour qu'il soit clair que ce n'allait pas être un simple suivi. Alors qu'elle commençait à expliquer pour qui elle travaillait et pourquoi mon nom était de retour dans un dossier que je croyais clos, j'ai senti cette clarté familière s'installer à nouveau. L'ombre que j'avais sentie n'était pas imaginée. Elle avait une voix maintenant, et quoi qu'elle voulût, elle n'en avait pas fini avec moi. Ce que j'ai appris à travers tout cela est quelque chose que je ne m'attendais pas à comprendre si profondément. La force ne ressemble pas toujours à se battre de manière bruyante et visible. Parfois, cela ressemble à rester calme quand tout temps vous veut courir. Parfois, cela ressemble à choisir la stabilité plutôt que la fierté, la patience plutôt que la panique, la vérité plutôt que le confort. Je ne suis pas sorti de ce chapitre en me sentant victorieuse comme les films aiment le montrer. J'en suis sorti changée, plus prudente, plus ancrée,
plus consciente de la fragilité et de la puissance d'une vie en même temps. Il y a eu des moments où je me suis demandé qui j'aurais été si cela n'était jamais arrivé. Si mon mariage ne s'était pas effondré, si la confiance n'avait pas été utilisée comme une arme contre moi. Si mon enfant n'avait pas été placé au centre d'une bataille qu'il n'a jamais demandée. Mais j'ai arrêté de courir après ces questions. Elles ne mènent nulle part d'utile. Ce qui compte, c'est qui je suis devenu parce que c'est arrivé. Une femme qui a appris à lire le silence. Une mère qui a appris que la protection signifie parfois rester immobile et refuser d'être déplacée. Une personne qui a appris que l'on peut perdre presque tout et garder quand même les parties de soi qui comptent le plus. Je ne raconte pas cette histoire parce que je veux de la sympathie. Je la raconte parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent et qui reconnaissent des morceaux de leur propre vie dans la mienne. Des gens qui tiennent le coup silencieusement. Des gens qui ont été pris au dépourvu par quelqu'un en qui ils avaient confiance. Des gens qui se demandent encore si rester fort vaut le coup. Si vous êtes l'un d'entre eux, je veux que vous sachiez ceci. Vous n'êtes pas faible d'avoir été blessé et vous n'êtes pas stupide d'avoir cru quelqu'un autrefois. Ces choses ne vous définissent pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous choisissez de faire après que la vérité se soit montrée. Si mon histoire a résonné en vous, si elle vous a fait vous sentir vu ou compris même de la plus petite manière, j'aimerais savoir que vous êtes là. Laissez un commentaire. Dites bonjour. Dites-moi d'où vous écoutez. Parfois, savoir qu'il y a un autre humain de l'autre côté de l'écran fait toute la différence. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à vous abonner à cette chaîne. Ces histoires sont partagées pour la connexion, pas pour l'attention. Et votre soutien aide à les garder en vie. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être resté pendant les moments difficiles. Et merci de prouver que même après que tout s'effondre, il y a encore des gens prêts à entendre la vérité. Et si vous êtes toujours là, toujours à écouter, cela me dit quelque chose d'important. Cela me dit que vous comprenez que la vraie vie ne se termine pas proprement. Et la guérison ne vient pas avec le générique de fin. Elle vient lentement, calmement, dans des moments ordinaires qui ne semblent pas héroïques de l'extérieur. Où que vous soyez dans votre propre histoire en ce moment, j'espère que vous continuez à avancer. Restez. Choisissez-vous.